Lorsque nous racontons les histoires des grandes campagnes militaires à travers l'histoire, elles sont dominées par des opérations visant à percer les lignes principales de l'ennemi, repousser l'ennemi et le conduire à la défaite ultime. Cependant, une autre forme d'attaque a longtemps été un pilier des campagnes militaires, mais elle ne cherche pas à conserver le territoire qu'elle capture. Au lieu de cela, une attaque a pour objectif d'atteindre un objectif tel que détruire des fournitures vitales ou le quartier général d'un ennemi avant de se retirer vers les lignes amies. Une force de raid doit souvent être agressive, bien équipée et capable de se défendre car souvent il manque de soutien d'autres unités et surtout, ils doivent être mobiles afin d'atteindre leur objectif puis de s'échapper. C'est sans aucun doute une entreprise terrifiantement risquée et en conséquence, il y en a beaucoup qui se terminent en tragédie et en désastre. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons examiner 3 des raids de la Seconde Guerre mondiale qui, pour diverses raisons, ont terriblement mal tourné. Bienvenue à Guerre du Monde. Après son invasion de la Pologne et la déclaration de guerre subséquente de la Grande-Bretagne et de la France, Hitler savait qu'éventuellement ses forces allèrent devoir frapper à l'ouest, mais 2 problèmes majeurs se dressaient sur son chemin. Le premier était la grande ligne de défense française Maginot, une série de fortifications et d'obstacles que les Français espéraient contenir l'armée allemande de leur côté de leur frontière commune, de 370 km de long. Le deuxième était que malgré les succès de son armée jusqu'à présent, Hitler savait que ses forces manquaient soit de la puissance de feu, soit des ressources pour percer cette ligne dans une attaque directe ou pour mener une campagne prolongée pour affaiblir les défenses françaises. Hitler a donc décidé que s'il ne pouvait pas traverser la ligne Maginot, il devrait simplement la contourner et cela signifiait envahir la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, qui s'étaient déclarés neutres. Contrairement aux mastodontes militaires de la Grande-Bretagne et de la France, Hitler s'attendait à balayer rapidement ces pays, permettant à ses troupes de contourner la ligne Maginot et d'inonder la France, prenant des objectifs clés et étranglant les lignes d'approvisionnement, obligeant ainsi l'armée française à se rendre. Cela lui donnerait aussi des aérodromes pour attaquer la Grande-Bretagne. Cependant, on rappela également à Hitler que le Kaiser avait adopté une tactique similaire lors de la Première Guerre mondiale, et que cela s'était terminé avec le front occidental embourbé dans une guerre de tranchées presque totalement statique. Il savait que ses forces devaient agir rapidement et de manière décisive sous peine de risquer d'attirer plus de forces contre lui, forçant l'Allemagne à entrer dans une guerre d'usure qu'elle ne pourrait pas gagner. Pour aider à accélérer la victoire dans les soi-disant Pays-Bas, les commandants allemands ont concocté un plan audacieux pour forcer les Pays-Bas à se rendre en une seule journée. Ils ont employé la tactique de couper la tête du serpent pour que le corps meure. Ils allaient utiliser des parachutistes pour fondre sur la Haye et capturer la reine néerlandaise Wilhelmine et le commandant en chef de son armée, Henri Winkelmann, et les forcer à se rendre, ce qui permettrait aux forces allemandes de fondre vers le sud en Belgique, puis en France sans opposition néerlandaise. L'invasion de la Pays-Bas par les forces allemandes, le vendredi 10 mai 1940. A vu une utilisation alors sans précédent de troupes aéroportées, environ 12 000 ont été parachutés. Avant le début de l'assaut, une force d'avions allemands a survolé la Pays-Bas et s'est dirigée vers la mer du Nord. L'espoir était que cela convaincrait les forces néerlandaises que les avions étaient en mission de bombardement contre la Grande-Bretagne, de sorte qu'ils seraient pris au dépourvu quand ils reviendraient et attaqueraient depuis le Nord. Cependant, ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, l'avion a déclenché une alarme dans toute la Pays-Bas, et les gens se sont rapidement précipités vers les abris, ou dans certains cas, ont pris les armes pour défendre leur maison tandis que l'armée se mobilisait rapidement. L'avion allemand a bombardé les casernes et les aérodromes de l'armée néerlandaise autour de la Haye en préparation de l'assaut aérien pour capturer la reine Wilhelmine.
peu de temps après 415 heures. Tandis que l'aube perçait le ciel nocturne, des parachutistes allemands ont atterri sur les mêmes aérodromes où, quelques instants auparavant, leurs bombes étaient tombées. Cependant, ils ont tout de même rencontré une résistance néerlandaise extrêmement forte dès l'instant où ils ont atterri. Bien que les Allemands aient finalement réussi à capturer les aérodromes et à les utiliser pour faire voler une partie de leur équipement lourd dont ils avaient besoin pour prendre la Haye, l'aérodrome de Valkenburg était dans un tel état de délabrement qu'il était inutilisable, obligeant les Allemands à atterrir dans des champs voisins et une plage proche, moment auquel la marine néerlandaise a commencé à les bombarder. Cependant, les espoirs d'une percée allemande depuis les aérodromes ont rapidement été anéantis lorsque les forces néerlandaises ont lancé une contre-attaque, y compris des raids aériens menés par une poignée de bombardiers bimoteurs Fokker TV de l'armée de l'air néerlandaise. En infériorité numérique et devant parfois compter sur les armes néerlandaises alors qu'ils épuisaient leurs propres réserves de munitions, les parachutistes allemands ont été lentement contraints d'abandonner les aérodromes et ont commencé à battre en retraite alors qu'ils se divisaient en groupes désorganisés et s'enfuyaient dans les bois environnants, espérant rejoindre leur principale force d'invasion. Les chiffres pour les Allemands estiment leurs pertes à environ 400 tués et 1750 capturés sur une force totale dans la région de 3000. Pour les Hollandais, c'était une histoire de triomphe dans un conte par ailleurs tragique. Sur les lignes de front principales, les Allemands forçaient les Hollandais à abandonner ville après ville alors qu'ils avançaient. Puis, le 14 mai, la force aérienne allemande, la Luftwaffe, a dévasté la ville de Rotterdam avec un raid aérien qui a tué plus de 900 personnes et laissé jusqu'à 85 000 sans-abri. Pour éviter davantage de souffrance parmi leur peuple, les Hollandais se sont rendus cet après-midi et la reine Wilhelmine a fui en Grande-Bretagne où elle a formé un gouvernement en exil pour organiser la résistance hollandaise. Le récit commun de la bataille du Royaume-Uni est celui de courageux pilotes de chasse de la RAF se précipitant vers leurs avions pour des combats aériens avec la Luftwaffe allemande, numériquement supérieure, déterminée à détruire leurs aérodromes et plus tard leurs villes depuis les airs. Cependant, ce n'est pas toute l'histoire de la RAF pendant cette bataille cruciale. En fait, alors que le Fighter Command se battait avec les avions allemands au-dessus du sud-est de le Royaume-Uni, le commandement des bombardiers de la RAF était en offensive, portant le combat aux propres bases des Allemands. Rien que dans la deuxième semaine d'août, les bombardiers de la RAF ont mené 24 raids contre les bases de chasseurs et de bombardiers allemands en Europe de l'Ouest pour aider le Fighter Command à siéger. Mais c'était une entreprise difficile et mortelle. Souvent, les bombardiers volaient sans aucune protection de chasseurs car il n'y en avait tout simplement pas à épargner. Alors à la place, ils ont essayé d'utiliser les nuages pour se cacher des yeux aiguisés des pilotes de chasse allemands et des artilleurs de la DCA. Parfois ça marchait, souvent ça ne marchait pas. Le 13 août 1942 bombardiers, Bristol Blenheim, du 82e escadron du commandement des bombardiers, ont décollé de la RAF Watten, dans le Norfolk. Leur cible étant l'aérodrome d'Aalborg, occupé par les Allemands au Danemark. Le Blenheim était à l'époque l'épine dorsale du commandement des bombardiers et était l'un des bombardiers les plus rapides du monde dans les années précédant le déclenchement de la guerre. Les pilotes aimaient le piloter en temps de paix, mais en guerre, comme l'a dit un pilote de la RAF, il était aussi résistant aux dommages qu'une ampoule électrique. La formation britannique était sous le commandement d'un commandant d'escadre, Edward Collis de Vera-Claart, un officier expérimenté et agressif. Afin d'attaquer Aalborg, les Blenheims voleraient jusqu'aux limites extrêmes de leur portée, mais alors que la formation approchait de la côte danoise pour l'un des bombardiers, les chiffres concernant le carburant et leur portée prévue ne correspondaient pas. Réalisation que le bombardier consommait du carburant plus vite que prévu, l'AR a demandé à ses pilotes de revenir à la base. Il s'est avéré plus tard que le pilote avait mal réglé son mélange air-carburant, d'où une consommation de carburant plus élevée que prévu. Les 11 Blenheim restants ont continué au-dessus de la côte danoise, mais en apercevant la terre, ils ont réalisé qu'en survolant la mer sans caractéristiques distinctives, ils s'étaient égarés de 55 km vers le sud. Pire encore, devant eux, la couverture nuageuse attendue s'était évaporée, laissant derrière elle un ciel bleu clair et aucun endroit où ils pourraient se cacher. Néanmoins,
le commandant d'escadron Lart a décidé de poursuivre l'attaque sur Aalborg, alors que les troupes allemandes au sol les espionnaient à travers des jumelles et commençaient à transmettre leur position à leur commandant. À 1h, 258 chasseurs Messerschmitt Bf 19E ont été déployés pour intercepter les bombardiers britanniques, mais ils étaient trop tard car ils étaient déjà en finale pour l'aérodrome. Opérant en 2 vagues, les Blenheim se sont retrouvés face à une flaque intense, mais les 6 avions qui composaient la première vague, y compris celui de l'Arc, ont réussi à pénétrer la défense de la base aérienne et ont largué leurs bombes. Cependant, les 5 restants de la deuxième vague, moins d'1 minute derrière, n'ont pas eu autant de chance. À environ 12-18 heures, le premier Blenheim a été touché par des tirs de DCA et a été précipité vers la terre, tuant les 3 membres d'équipage à bord. Il a été suivi par un deuxième Blenheim juste 2 minutes plus tard. 2 membres de cet équipage sont sortis, mais le sergent mitrailleur Edward Turner, 20 ans, n'a pas eu la même chance. En seulement quelques minutes, les 3 Blenheims restants de la deuxième vague ont été abattus du ciel par la flaque allemande. Des 15 hommes à bord des 5 avions, seulement 5 ont réussi à s'éjecter en sécurité pour être finalement faits prisonniers. Quant à la première vague, leur horreur était sur le point de commencer. Ayant bombardé l'aérodrome, les pilotes de chasse attendaient patiemment que les 6 Blenheims sortent de la flaque pour pouvoir les attaquer et se venger. Presque dès qu'ils étaient sortis de la flaque, les pilotes de chasse allemands ont revendiqué leur première victime. Dans la frénésie du combat qui a suivi, les Bf-109 lourdement armés ont mitraillé la formation britannique, à un moment donné, envoyant simultanément 2 des avions britanniques au sol. En moins de 15 minutes après la chute du premier avion à cause de la flaque, la force de 11 bombardiers avait été décimée à seulement 2 survivants, y compris l'avion de Lart. Les pilotes de chasse allemands, à court de munitions, ont fait une dernière attaque, envoyant l'avion du commandant d'escadron brûler au sol, emportant la vie de tous ceux qui étaient à bord et laissant le dernier Blenheim s'échapper vers la côte, laissant une traînée de fumée. Cependant, son équipage a réalisé qu'il n'était pas en état de traverser la mer du Nord pour retourner au Royaume-Uni. Et donc, le cœur lourd, le sergent John Oates a fait demi-tour avec le Blenheim condamné et a effectué un atterrissage forcé sur la côte danoise avant de se rendre aux Allemands. Avec cela, toute la force offensive avait été perdue. Seuls 13 des 33 aviateurs qui ont attaqué Aalborg ont survécu pour être faits prisonniers. Mais pour certains, ce n'était pas la fin de leurs histoires de guerre. Sergeant Guillaume McGrath, dont l'avion avait été abattu par la flaque, s'est échappé de son camp de prisonniers de guerre en novembre 1941. Dans une incroyable histoire de survie, il a traversé la France occupée dans le nord, la France pro-allemande dans le sud, puis à travers l'Espagne avant d'atteindre la liberté à Gibraltar britannique et ensuite rentrer en Grande-Bretagne en mars 1942. Le sergent Jean Bristow a étroitement échappé à l'écrasement de son Blenheim, son parachute n'ayant eu le temps de s'ouvrir que quelques instants avant qu'il ne touche le sol. Pendant son temps en tant que prisonnier de guerre, le plutôt ingénieux Bristow a fabriqué plusieurs radios primitives pour lui et ses camarades prisonniers alliés afin de maintenir le moral et de suivre les événements de la guerre. Il y avait probablement qu'un seul homme en 1941 que les Britanniques voulaient tuer plus qu'Hitler. Et c'était le maréchal de camp Erwin Rommel, connu universellement sous le nom de Renard du désert. La campagne d'Afrique du Nord a commencé avec Benito Mussolini de l'Italie, cherchant à profiter de l'effondrement imminent de la Grande-Bretagne, en lançant une invasion de la République arabe d'Égypte, qui était à l'époque sous la domination britannique. Pourtant, malgré le fait que ces forces aient parfois un avantage numérique de 10 contre 1, les troupes du Commonwealth britannique ont totalement surpassé l'armée italienne, et bientôt ils ont lancé l'offensive dans la Libye tenue par les Italiens. Mussolini a crié à l'aide à Hitler, et ainsi le Führer a créé l'Afrika Korps de l'armée allemande sous le commandement de Rommel. L'influence de l'Afrika Korps s'est fait sentir immédiatement. Les troupes du Commonwealth britannique se sont rapidement retrouvées en pleine retraite à travers l'Afrique du Nord, alors que Rommel semblait invincible. Étant le visage de leur ennemi, un mythe s'est développé parmi les troupes du Commonwealth britannique entourant Rommel, qu'il était le tacticien ultime.
et qu'il ne pouvait tout simplement pas être arrêté. En réalité, les historiens modernes débattent maintenant si Rommel était un aussi grand leader que sa réputation le suggère, avec des partisans des deux côtés de l'argument engagés dans une défense acharnée de leur position concernant son influence tactique sur le front nord-africain, du moins par rapport aux autres facteurs qui ont entravé l'effort de guerre allié. L'idolâtrie de Rommel par les forces britanniques était une cause sérieuse de préoccupation parmi les commandants, car elle a sérieusement endommagé le moral. Par conséquent, des efforts ont été faits pour localiser Rommel, afin qu'il puisse être éliminé d'une manière ou d'une autre, et prouver que le renard du désert n'était pas invincible. Ces efforts ont pris une plus grande importance vers la fin de 1941, lorsque la 8e armée britannique se préparait à une grande contre-offensive contre les Allemands et les Italiens sous la bannière de l'opération Croisée. L'opération avait deux objectifs majeurs. Le premier était de vaincre les forces de chars vantés de Rommel en Libye. Il pourrait ensuite avancer et lever le siège de Tobrouk, où les forces du Commonwealth britannique résistaient depuis avril. Le Premier ministre Winston Churchill avait de grands espoirs pour le plan, mais les troupes étaient trop conscientes qu'une opération précédente en juin, surnommée Opération Battle Axe, n'avait pas réussi à atteindre ses objectifs. Le commandement britannique savait que pour donner à l'opération les meilleures chances de succès, il faudrait neutraliser Rommel. En faisant cela, il perturberait non seulement la chaîne de commandement de Lach, entravant sérieusement leur capacité à répondre à l'attaque britannique, mais cela écraserait enfin la croyance grandissante en l'invulnérabilité du renard du désert. Ainsi, à la veille de Croisée, ils ont autorisé une opération séparée, surnommée Flipper, qui visait à tuer Rommel à son quartier général à Sidi Rafah le 10 novembre 1941. 59 hommes, principalement du commando écossais, numéro 11, se sont entassés dans les espaces étroits de deux sous-marins britanniques, HMS Torbay et HMS Talisman, au port égyptien d'Alexandrie. Ils étaient sous le commandement du dur colonel Robert Laycock, qui avait formé une unité militaire spéciale pour ce genre d'opération derrière les lignes ennemies, connue universellement sous le nom de Lay Force. Son second était un lieutenant-colonel intérimaire agressif, Geoffrey Keyes, qui, à 24 ans, était le plus jeune officier de l'armée britannique à détenir un tel rang. Il était également le fils de l'amiral Sir Roger Keyes, le premier directeur du quartier général des opérations combinées de Grande-Bretagne, qui a organisé des raids de commando à travers l'Europe et l'Afrique du Nord. Le soir du 14 novembre, les deux sous-marins se sont approchés de la côte libyenne occupée par l'ennemi, et les hommes, avec leur équipement, ont commencé à débarquer. Les attendait une équipe avancée de guides qui avaient parachuté le jour précédent et devaient les conduire à l'intérieur des terres. Cependant, à partir de là, les choses ont commencé à mal tourner. La côte a été battue par une rafale, et malgré un effort herculéen de la part des équipages de sous-marins et des commandos, seuls 36 hommes de la force totale ont pu atteindre la rive avant que les sous-marins ne soient contraints de repartir en mer. Évaluant la situation, Laycock a été contraint de modifier le plan original. Ceux qui ont réussi à atteindre la côte seraient divisés en 3 équipes. Laycock dirigeait la première équipe, et c'était à lui de sécuriser la zone d'atterrissage et de maintenir leur voie d'évasion ouverte. Une autre équipe a été formée sous le commandement du lieutenant Roy Cook, dont le travail consistait à saboter les communications pour semer la confusion parmi les forces de Lach régionales. Enfin, Keyes dirigerait un détachement de 25 hommes qui prendrait d'assaut le quartier général de Rommel et tuer le commandant du corps d'Afrique. Le 15 novembre 1941, les hommes se sont lancés dans une marche épuisante de 2 jours à travers le désert libyen vers leur objectif, avant finalement, à minuit le 17 novembre, Keyes était prêt à faire son mouvement. Repérant la villa qui servait de QG à Rommel, lui et 2 autres hommes, le capitaine Robin Campbell et le sergent Jack Terry se sont approchés de l'avant de la maison et ont frappé à la porte. Campbell a parlé en allemand au sentinelle à l'intérieur, qui a ouvert la porte et a été immédiatement pris d'assaut par les soldats des forces spéciales britanniques. Toutefois, l'Allemand a résisté farouchement, forçant Campbell à lui tirer dessus. Le bruit des coups de feu a alerté les occupants du bâtiment qui se sont précipités pour prendre les armes contre le groupe d'assaut britannique qui prenait d'assaut la villa. Les troupes britanniques ont commencé leurs recherches, et en quelques secondes, Keyes a fait irruption dans une pièce où il a été confronté à la vue d'au moins 10 soldats allemands qui s'armaient.
L'un d'eux avait réussi à charger son arme et à viser le jeune lieutenant-colonel, le blessant. Campbell et Terry ont lancé des grenades dans la pièce avant de dégager Keyes. Mais ils ne pouvaient rien faire pour lui, et il est mort sur le terrain de la villa de Rommel. La fusillade qui a suivi était brutale, au cours de laquelle Campbell, qui était maintenant aux commandes, a été touché à la jambe et incapable de marcher. Se rendant compte que tout était perdu, il a ordonné à Terry de rassembler le reste de leur équipe et de s'échapper vers Laycock, le laissant derrière pour être capturé. Les troupes britanniques restantes ont disparu dans la nuit, mais leur calvaire était loin d'être terminé. Se reconnectant avec Laycock, les commandos ont tenté de monter à bord du sous-marin HMS Torbay, mais le temps était si mauvais que cela est devenu impossible, forçant Laycock et ses hommes à chercher refuge dans des grottes proches après avoir été repérés par un Arabe hostile. Le lendemain, le temps s'est amélioré et Laycock était confiant qu'il serait en mesure de monter à bord du sous-marin à la tombée de la nuit. Il a ordonné à ses hommes de prendre des positions défensives autour du point de rendez-vous, une instruction qui s'est avérée prudente lorsqu'ils ont commencé à repérer des troupes allemandes et italiennes se rapprochant de leur position. Aussi déchirant que cela a dû être pour les commandos britanniques, sachant à quel point ils étaient proches de la récupération, Laycock savait qu'il ne pouvait pas résister à une force ennemie aussi importante. Et donc, il a donné l'ordre de se diviser en petits groupes et de se disperser dans les collines environnantes. Laycock lui-même s'est joint au sergent Terry et les deux hommes passeront 41 jours véritablement éprouvants à éviter les troupes de lâches et à chercher de la nourriture et de l'eau, avant de finalement rejoindre les forces britanniques le jour de Noël. Là, il a appris la terrible vérité sur ce que le raid avait coûté. Sur l'ensemble des 36 hommes débarqués, lui et Terry étaient les seuls à être revenus aux lignes britanniques. Tous les commandos restants avaient été capturés et 2 avaient été tués, dont Keyes. La tragédie finale de l'attaque était que, alors que 3 colonels allemands avaient été tués à la villa, Rommel était indemne parce qu'il n'était même pas là en premier lieu. Il avait en fait été à Rome pour une réunion quelques jours plus tôt et devait être rentré par avion. Mais le mauvais temps a encore joué son rôle, retardant ses vols et l'épargnant du drame qui s'est déroulé cette nuit-là à son quartier général. À son retour, inspiré par le courage de Keyes, il a ordonné que l'officier britannique soit enterré avec tous les honneurs militaires, faisant même intervenir son propre aumônier pour effectuer le rituel qui a été photographié et les photos renvoyées à sa famille avec une lettre de respect de l'homme qu'il avait essayé si courageusement de tuer. Et voilà 3 raids de la Seconde Guerre mondiale qui se sont terriblement mal passés. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.